Bonjour, merci d'être là pour ce mot de la semaine. Et le mot que je vous propose d'étudier et auquel on va réfléchir, c'est le mot réforme. Pourquoi le mot réforme? Je pense que vous avez la réponse. Il n'y a pas un discours politique aujourd'hui, pas un discours économique aujourd'hui qui n'utilise ce mot, au point que ce soit devenu une incantation systématique et au point que ce soit devenu une sorte de finalité ultime de la politique et du devenir des peuples. Donc je crois que ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que ça doit masquer quelque chose, à force d'entendre le mot réforme, ce qu'il aurait fait, ce qu'il n'aurait pas fait, et ce qu'il faudrait faire, bien que les contenus soient toujours un peu curieux, en tous les cas pas si définis que ça, pas si les contours de la réforme, pas... Bref, mais il faut réformer, ça devient une incantation totémique. Alors, on va passer un petit peu du côté de l'étymologie pour regarder ce que ça pourrait nous apprendre. Voilà, c'est le mot latin reformare, qui veut dire rendre à sa première forme. D'autres termes, nous serions, si le mot réforme était employé avec ce sens-là, nous serions en train de chercher quelque chose qui nous a échappé, ou une déviance qui se serait produite dans la construction sociale, par exemple, ou la construction de notre pays. Et il faudrait y chercher, il faudrait revenir à ces formes originales pour peut-être revenir à des choses ou à des organisations qui soient plus, j'allais dire, proches du souhait des populations. Ce qui est très intéressant aussi dans ce mot, c'est que dans son usage, il a été pas exclusivement, mais pratiquement exclusivement relatif à la religion. Alors, vous connaissez sûrement les réformes qui ont frappé les religions, comme les réformes grégoriennes, les réformes luthériennes, etc. Et puis, ce mot était aussi très utilisé dans les ordres monastiques quand il s'agissait de redonner à ces ordres monastiques une forme qui soit proche de la forme initiale, parce qu'on avait constaté quelques déviances, quelques écarts. Le projet des protestants était celui-là d'ailleurs, il me semble, pour ce que j'en connais en tous les cas, c'était considérant que l'Église chrétienne s'était largement écartée de la parole du Christ, les protestants considéraient qu'il fallait y revenir, donc revenir à l'original, c'est-à-dire mettre à sa première forme. Alors on a vu le mot réforme apparaître dans le droit au XVe siècle à peu près, et il désignait très spécifiquement des refontes de textes où, par exemple, on parlait de réformer un testament, c'est-à-dire on le refaisait, on l'amendait, voilà. Alors ma question par rapport au mot réforme, c'est s'est-il dégagé finalement de cette connotation religieuse? Est-ce que le mot réforme n'est pas finalement l'expression, le mot liturgique d'un dogme? Et je vais répondre en tout cas poser quelques questions à cet égard, pour mieux comprendre si effectivement il y a encore un lien, et si ce lien n'est pas sur le principal défaut de l'emploi du mot, mais sa principale signification aujourd'hui dans le monde contemporain. Alors, la première chose que l'on constate, c'est que celles et ceux qui prônent la réforme se l'appliquent jamais. Sachant probablement le contenu de celle-ci, ils préfèrent ne pas s'appliquer. Donc c'est un constat, ce qui est intéressant, ce qui veut dire que ce sont des pouvoirs qui prônent la réforme et qui la mettent en œuvre, mais que ça ne touche pas ces pouvoirs proprement dit. Donc ça veut dire qu'ils défendent d'autres intérêts, ils défendent les intérêts du pouvoir, pardon, mais pas les intérêts auprès de celles et ceux à qui s'applique la réforme. La deuxième caractéristique, c'est que, j'imagine qu'en juillet 1789, le peuple a réclamé des réformes. On a appelé ça une révolution. À partir du moment où la réforme s'applique au pouvoir, c'est une révolution. La troisième chose que je constate, je pense que vous constatez avec moi, c'est qu'il n'y a que du malheur après une réforme. Il n'y a pas plus de bonheur, il y a plutôt plus de malheur. Alors bien sûr, on dit c'est normal. Une vieille idée quand même, c'est qu'on doit un peu en baver pour arriver à trouver le bonheur qui nous sera promis. C'est l'éternelle promesse qui est faite par les idéologies de la promesse qui sont le communisme qui disait, ben oui, quand le communisme sera réalisé, le monde sera heureux, mais en attendant, il faut en baver pendant quelques générations. Une autre idéologie de la promesse,
C'est la promesse religieuse qui dit on va en baver un peu ici, il faudra même en baver pas mal pour éviter le péché, etc., et toutes ces choses, mais une fois qu'on sera mort, ça va être plutôt amusant. Donc vous voyez qu'en fait, la réforme, en fait, s'inscrit parfaitement dans une logique du sacrifice, puisqu'on entend ce mot-là aujourd'hui, il va falloir faire des sacrifices, mais sacrifices utiles, puisque on gagnera un paradis plus tard. Comprenez bien qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'écart dans ce langage-là de la réforme et dans le langage qui a été tenu il y a encore des siècles qu'on pensait ne plus devoir entendre. Alors, est-ce qu'il s'agirait, pour reprendre l'étymologie du mot, est-ce qu'il s'agirait de retrouver une forme initiale, et quelle serait cette forme initiale? En tous les cas, les réformes telles qu'on les emploie, on emploie le mot aujourd'hui, n'a absolument pas cette vocation-là. La vocation de la réforme, c'est d'abord désigner. Alors, elle désigne qui? Des populations qui devront se réformer. Alors, on peut en prendre depuis le temps qu'on réforme, on peut en prendre beaucoup. On peut prendre les retraités. La réforme des retraites, c'est d'abord des retraités. On peut prendre la réforme de la sécurité sociale. La réforme de la sécurité sociale, c'est d'abord des gens qui sont en mauvaise santé, en tous les cas qui sont malades. Quand on va parler de la réforme des hôpitaux, vous verrez que la réforme des hôpitaux, c'est d'abord des gens qui sont hospitalisés, que ça va toucher du personnel bien sûr, mais c'est d'abord, donc c'est toujours des populations qui sont désignées, et ces populations, si elles résistent, vont être montrées du doigt comme étant irréformables, donc de grands pécheurs devant le dogme, irréformables parce qu'elles ne comprennent pas que le sacrifice de maintenant donnera du bonheur demain, ce qui ne s'est jamais vérifié nulle part. Donc je crois que ça c'est la première chose que la réforme, le mot réforme, effectue, si je puis dire ça comme ça, c'est-à-dire ça désigne une population à la vindicte générale. Et on est toujours beaucoup, on encourage beaucoup la réforme des autres et rarement celle qui pourrait nous toucher. Et puis la deuxième caractéristique, me semble-t-il, de la réforme, c'est que ce mot-là est de plus en plus employé parce que le modèle, ou le dogme, a échoué, ou le dogme est en état d'échec. Le dogme ne fonctionne plus, il y a un écart entre le dogme et la réalité. Et donc la réforme permet de masquer la réalité. Et je crois que c'est pour ça que c'est très employé aujourd'hui, c'est qu'on est dans un état d'échec, parce que le dogme qui s'impose à nous, qui est un dogme marchand, certains l'appellent néolibéral, ultralibéral, mettons-lui le qualitatif qu'on veut, mais il n'empêche qu'il a échoué, et comme il a échoué, alors on réforme. Parce que bien entendu, il ne peut pas échouer lui-même, ça ne peut être que de notre faute s'il échoue, et donc il faut nous réformer pour qu'il réussisse. C'est un grand coup classique qu'on nous refait, et je pense qu'on oublie trop notre histoire pour savoir qu'on l'a déjà fait à d'autres avant nous. Ce qui veut donc dire que, dans le fond, quand on emploie le mot la réforme, on est en train de dire que le réel a tort, que le réel se trompe, et que le dogme a raison. Et que donc, pour qu'il ait raison, il faut qu'on fasse un effort pour lui donner raison, globalement. Donc, pour être un peu synthétique sur tout ce qu'on vient de se dire, le mot réforme est suspect. Il est suspect parce que c'est toujours les pouvoirs qui l'emploient, et quand c'est le peuple, c'est inadmissible. La deuxième chose, c'est qu'il ne cherche pas une forme initiale qui serait pure, dont l'origine serait pure, mais il cherche surtout à maintenir les pouvoirs en question. La deuxième chose, c'est que le mot réforme désigne des populations à la vindicte. Il y a les réformables et ceux qui ne le seraient pas. Et puis la troisième chose, me semble-t-il, c'est que la réforme est le mot qui masque le réel et l'échec du dogme. Voilà, bonne réflexion sur la réforme, ne changez pas, on se retrouve une prochaine fois pour un prochain mot. Au revoir.